Salut à tous, c'est Léon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review sur un livre que j'ai lu qui s'appelle donc Le hareng de Bismarck, le poison allemand, un livre écrit par l'actuel député à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce livre avec un titre un peu énigmatique au premier abord, en tout cas quand on ne sait pas vraiment de quoi ça parle et qu'on l'a pas encore lu, peut-être aussi quand on manque un peu de culture historique, j'en ai peut-être pas suffisamment. Donc là c'est un livre politique, forcément, vu que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a écrit, c'est presque comme si c'était écrit sur la couverture en fait. Alors ce livre, il a été écrit pour la première fois en 2014, et là, moi ce que j'ai lu c'est une édition revue et augmentée. C'est ressorti peu de temps avant les élections, les élections avant l'élection présidentielle, en tout cas en 2017. Donc je crois que ça a été écrit fin 2016. Que ça a été réédité fin 2016. Ce livre est sorti à la base en fait pour l'occasion des élections européennes de 2014. C'était les dernières élections européennes. Donc là on va en avoir qui vont arriver au mois de mai. N'oubliez pas d'aller voter, entre parenthèses, ou en tout cas de voter blanc si jamais vous n'êtes d'accord avec personne. Voilà, petite parenthèse. Et donc, ce livre a été réédité pour l'élection présidentielle qui a suivi ces élections européennes. Donc, en fin 2016. Donc, lors de la sortie du livre, Mélenchon était député européen. Alors, pour une coalition de partis politiques qui s'appelait le Front de gauche à l'époque. Alors, certainement pour essayer de copier un peu le FN, alors pas pour leurs idées, mais plutôt pour dire on est anti-système, donc on veut ramasser des gens, des électeurs. Voilà, coalition de partis nommée le Front de gauche, composé du parti de Mélenchon qui s'appelait le Parti de gauche, du Parti communiste français et aussi d'un autre parti qui s'appelle Ensemble, qui est dirigé je crois par Clémentine Autain. Voilà, donc cette coalition de partis entre autres. Donc Mélenchon était donc député représentant en tout cas cette coalition de partis au sein d'un autre groupe au sein du parti, du Parlement européen, puisque dans le Parlement européen tous les députés issus des différents pays forment quelques groupes. Donc c'est un peu pareil qu'en France, on retrouve la gauche, la droite, les écologistes, un peu tout ça. Et donc le groupe qui rassemble les gens, les éco-socialistes ou les communistes, donc c'est un parti qui s'appelle le Parti de la gauche unitaire européenne ou de la gauche verte nordique. Voilà. Un bon gros foutoir ces étiquettes, mais ça permet de voir un peu qui fait quoi. Pour information, on a plusieurs groupes au sein du Parlement européen, gauche unitaire européenne. Vous avez le Parti socialiste européen, l'ALDE qui est l'Alliance des libéraux, donc là c'est plutôt l'équivalent de François Bayrou ou de Macron, les libéraux plutôt progressistes. On a évidemment le PPE, Parti populaire européen, donc ça c'est un peu la droite qui rassemble un peu des gens assez modérés comme Juppé, pour la droite. Jusqu'à des gens plus radicaux type Viktor Orban en Hongrie. D'ailleurs, il y a aussi Laurent Wauquiez maintenant. Et puis, alors on a un parti écologiste européen, les Verts européens, je crois que ça s'appelle. Ouais, actuellement, vous devez avoir des gens comme José Bové dedans. Et puis, évidemment, il y a plusieurs groupes nationalistes, d'extrême droite, souverainistes. Ouais, c'est un peu bizarre, il y a 3 groupes. Je sais plus leur nom, mais bref, ils sont un peu dispatchés. Il y a un groupe où il y a Florian Philippot, il y en a un où il y a Le Pen. L'autre, ce serait plutôt un groupe où on devrait trouver des gens comme Dupont-Aignan. Bref, il y a des petites divergences entre eux, donc ils sont pas ensemble. Mais voilà, pour info, ce Parlement européen actuellement est dominé par une coalition de partis, Parti socialiste européen et Parti populaire européen, donc la gauche modérée, molle, et la droite républicaine, on va dire. Voilà pour le petit topo. Voilà, donc pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, qui était donc à l'époque de ce livre député européen dans ce Parlement-là, et ensuite donc il s'est présenté à l'élection présidentielle pour la seconde fois, ou deuxième en tout cas, puisqu'il va peut-être se représenter, sait-on jamais, il est âgé, mais ça va peut-être recommencer.
Donc il s'était présenté en 2012 déjà, puis il s'est représenté suite à ce bouquin ensuite en 2017. Voilà, donc il a échoué de peu à accéder au second tour de la présidentielle. Allez savoir, ça a peut-être failli être notre président de la République en lieu et place de Emmanuel Macron. Et il est devenu ensuite en juin 2017 député à l'Assemblée nationale. Donc depuis, il bosse à l'Assemblée avec les 16 autres élus du mouvement La France Insoumise, qui a un peu remplacé finalement le parti de gauche. Et je ne vais pas dire que ça a remplacé le front de gauche, puisque les communistes sont un peu partis de leur côté. Mais voilà, la France Insoumise, c'est un peu la nouvelle étiquette de Mélenchon. Et de ses acolytes qui défendent 6ème République, l'écologie, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc par exemple récemment, ils ont proposé le permis de conduire public et donc gratuit dans ce qu'on appelle une niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc la niche parlementaire, c'est ces moments, une fois par an, où les partis qui ne sont pas au pouvoir, mais qui sont malgré tout présents dans l'Assemblée nationale, peuvent soumettre 5 ou 6 idées de leur programme personnel au vote des parlementaires. Voilà. Donc c'est dommage, parce que les médias ne donnent pas trop d'infos là-dessus, ils font pas trop de publicité, ça pourrait être intéressant. Mais ils le font pas, donc bon, moi je suis au courant parce que je suis un peu les vidéos, mais sinon, voilà, je pense pas qu'on serait trop au courant. Voilà, c'est dommage. On peut voir ce que veulent faire les autres partis d'opposition. Et là, par exemple, récemment, les Insoumis ont proposé le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui est porté par nombre de gilets jaunes. Alors nombre de gilets jaunes, mais pas tous, puisque moi j'en ai croisé qui étaient là au départ, et quand je leur ai parlé du RIC, ils savaient même pas ce que c'était que le RIC. Un peu étonnant, j'étais un peu sur le cul, mais bon, bref. Petite parenthèse. Alors ce livre, donc, Le Hareng de Bismarck, de Jean-Luc Mélenchon, un livre aux éditions J'ai lu, tout petit bouquin, donc paru en 2014, puis réédité fin 2016. C'est un tout petit bouquin de 160 pages. Pourquoi j'ai acheté ce livre ? Donc ce livre-là, en fait, je l'ai acheté... Alors moi, je suis arrivé un peu à la bourre. Je l'ai acheté début 2018, parce qu'en fait, il était vraiment pas cher. Comme souvent avec les livres de Mélenchon, là, c'était 3 € en neuf. C'est même pas d'occasion. C'est vraiment une édition de poche, là, qui a un prix idéal pour les pauvres. C'est pas toujours le cas quand on veut un bouquin neuf. Ça tape souvent bien plus haut. Mais là, Mélenchon a l'intelligence de s'adapter à son public. Bon, vous me direz, c'est un peu une obligation, mais enfin, c'est pas toujours le cas. Pourquoi j'ai acheté ce livre aussi ? Parce que j'avais déjà lu L'Ère du peuple, le livre où il décrit un peu sa vision sa vision globale, générale de ce qu'il veut faire et de ce qu'il pense que la France et le monde devraient faire pour aller mieux et que les choses se passent mieux. Donc j'avais apprécié ce bouquin, j'avais apprécié de découvrir sa vision du monde et comment il s'exprimait. J'avais aimé, donc je suis reparti d'une de mes escapades en magasin avec celui-ci, dont j'avais entendu parler Mélenchon dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Alors j'ai entendu que ça parlait de la politique allemande, donc je me suis dit, ça peut être intéressant de lire ça, de découvrir un peu qu'est-ce qu'il raconte sur la politique allemande, puisque généralement on nous décrit une Allemagne merveilleuse, dirigée par des gens très intelligents qui font les meilleurs choix possibles. Et là, ça dissonnait un peu, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il peut nous raconter de beau là-dessus ? Et il avait l'air de ne pas sortir que des imbécilités, donc je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, donc dans ce bouquin, il retranscrit en fait sa vision de l'Allemagne, de la politique allemande, et celle des Allemands de gauche, de la politique allemande et de l'État de l'Allemagne. Donc ce qu'on entend à la télé généralement, c'est que l'Allemagne c'est génial, et qu'il faut suivre son exemple. Et en fait là, ce livre, il nous explique en quoi ce qu'on entend traditionnellement dans nos médias télévisés en tout cas, c'est de la grosse propagande pro-libéralisme économique. Certes, on pourrait se dire, ouais, mais bon, c'est Mélenchon, il exagère. Sauf que ce qu'il a écrit, je ne l'ai pas entendu que dans sa bouche. Je l'ai entendu dans la bouche d'autres personnes qui, au premier abord, en tout cas d'après ce qu'on regarde des médias, ont l'air beaucoup moins excités que Mélenchon, moins dingues par moments. Je l'ai entendu notamment dans la bouche d'une sociologue française, je crois qu'elle est française,
qui tenait à peu près le même discours. Donc son nom c'est Dominique Méda, pour ceux que ça peut intéresser. Ouais, j'ai entendu ça dans une émission de radio. Et voilà, d'autres personnes donnaient les arguments que j'ai entendus de Mélenchon dans l'émission On n'est pas couché lorsqu'il a fait la promo pour ce bouquin. Voilà, alors, petit résumé du livre. Alors, je vais vous lire un peu le résumé de Mélenchon. Donc, le hareng de Bismarck. Jean-Luc Mélenchon nous dit « Ceci est un pamphlet. Je prends le droit de critiquer l'Allemagne de Merkel. Avez-vous vu comment elle a traité la Grèce ? Un avant-goût pour la France ? Je dis quel danger elle est devenue pour ses voisins et ses partenaires du fait de son arrogance. Le prétendu modèle qu'elle impose pour son seul profit est un recul pour notre civilisation. J'alerte. Outre-Rhin, un monstre est né. L'enfant de la finance dérégulée et d'un pays qui s'est voué à elle, nécrosé par le vieillissement accéléré de sa population. Cette alliance est en train de modeler l'Europe à sa main et de la détruire. Sortir des traités de l'Europe allemande est urgent. Préparer un plan B au cas où les choses tourneraient mal est indispensable. Une grande partie de l'avenir de l'Europe se jouera en France en 2017. C'est l'heure du peuple souverain. C'est pour moi celle de la France insoumise et fière de l'être. Voilà. Du coup, j'ai fait plutôt un bon résumé du bouquin, de ce que je vais vous raconter, puisque j'avais pas lu le résumé là avant de vous le faire, et j'ai l'impression d'être plutôt coordonné avec, donc tout va bien. Alors, mon avis sur ce bouquin, il appelle ça un pamphlet. Alors, c'est pas un mot que j'utilise traditionnellement. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir la définition. Parce que pour moi, pamphlet, avec le contexte, je me disais, ça doit être une attaque assez dure, quelque chose... une critique littéraire assez dure. Et c'est un mot qui ressort souvent pour les bouquins. Donc, je me suis dit, je vais aller voir la définition. Ce sera peut-être plus clair, pour voir comment il a voulu décrire finalement son œuvre, entre guillemets. Et voici la définition que j'ai trouvée sur un site. Le pamphlet est une œuvre littéraire dont le but est de contester un pouvoir ou un homme de pouvoir sur le mode de la dénonciation, de la caricature, du dénigrement, de la raillerie dans un style souvent vindicatif. Alors effectivement, ça décrit parfaitement ce qu'il a écrit. C'est vraiment ça. Il se fout un peu de la gueule des gens dont il parle et il se moque, et c'est des attaques assez incisives. Voilà, donc en fait, le sujet de ce bouquin, c'est qu'il flingue la politique allemande, avec en premier lieu Angela Merkel, la chancelière allemande, dont on peut dire qu'il n'est pas franchement fan. Voilà, donc c'est la fête à Merkel, c'est aussi la fête à Hollande, puisqu'il est accusé de lui cirer les pompes en cautionnant une politique antisociale. Donc c'est l'époque en fait où, remettons-nous un peu dans le contexte, c'est un livre qui a été écrit en 2014 à la base, donc c'est l'époque où le PS dirigeait la France, avec pour principal opposant la droite de Sarkozy, Juppé, Fillon, Copé, pour synthétiser. On dirait que c'était il y a longtemps, mais pourtant c'était il y a juste 5 ans, voire 2 si on prend en compte la nouvelle édition. D'ailleurs, il y a une référence assez rapide au ministre de l'économie du PS de l'époque, qui s'appelait, si vous l'ignorez, un certain Emmanuel Macron. Voilà. Pour faire un rapide topo sur le système allemand, là-bas, il y a une assemblée élue à la proportionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est une proportionnelle intégrale, mais en tout cas, il y a un peu de tout qui est représenté. Du coup, pour diriger, ils doivent une fois élus faire une coalition pour obtenir une majorité à au moins 50% des élus. Bref, avant les dernières élections allemandes, ça ressemblait aux résultats en France. Donc on avait la droite et le centre, nommés CDU et CSU, dirigés par Angela Merkel, et la gauche molle ou libérale, le PS allemand en fait, qui, donc tout ça, co-dirigeait le pays, ce qui nous donne une sorte de République en marche, un peu comme Macron a fait ici finalement. Donc ils sont tous d'accord entre eux sur une politique qui est libérale, on va dire. Alors en termes c'est un peu ce qui va différencier un peu la gauche et la droite finalement. Ça va être, on a des gens qui se définiraient plutôt comme progressistes, ou qui seraient plutôt ouverts sur
sur le monde, sur les immigrés, l'immigration, ils sont pas contre, qui sont pas transphobes ou LGBT-phobes. Alors ça serait plutôt des gens de gauche, et puis des gens de droite qui seraient un peu plus conservateurs, qui auraient plutôt une vision de voilà, un couple, c'est l'homme et la femme. Donc on a ces gens-là qui sont réunis pour diriger avec une bannière commune qui est celle du libéralisme économique. Hein, donc l'argent, le travail doit payer, et il faut surtout pas priver les gens du travail et de l'argent qu'ils ont, peu importe la manière dont ils peuvent l'avoir. Donc c'est un peu ce que critique Mélenchon, et ce sur quoi ces gens sont d'accord finalement, ce qui un peu rassemblait le PS et Feu, l'UMP et maintenant les Républicains sur la stratégie économique, ce qui donne parfois l'impression à l'électeur lambda que tout ça c'est un peu la même chose et que finalement il faut un peu voter Front National, c'est ce que se disent certains en tout cas. Voilà pour ce petit topo. Donc, alors depuis cette époque du bouquin, enfin je ne sais pas si c'était un peu avant ou un peu après, mais bref, Madame Merkel, la chancelière allemande, a accueilli 1 million de migrants pour les exploiter à moindre coût. C'est en tout cas ce que Jean-Luc Mélenchon nous dit dans ce livre. Et du coup, on a, depuis les dernières élections, alors je ne sais pas c'était quand, mais c'était après le livre, en tout cas, ça c'est à peu près certain, on a l'extrême droite allemande de retour sous l'acronyme AfD, alors qui s'appelle en français Alternative pour l'Allemagne. Donc cette extrême droite a fait son retour en masse au Parlement allemand. Donc il y a des dizaines de députés qui sont de nouveau là et qui, je crois, représentent la troisième force politique du pays. Alors du coup, ce bouquin-là nous parle de la politique allemande. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un consensus du libéralisme économique entre les sociodémocrates de gauche et les chrétiens-démocrates de droite. Donc dans ce livre, tout est passé à la sulfateuse, sous tous les angles, pour expliquer que concrètement, la politique de l'Allemagne, c'est une calamité. Enfin, quand je dis la politique de l'Allemagne, c'est la politique de l'Allemagne de Madame Merkel et de ces partis que je viens de vous citer. Donc d'abord, on a un prologue qui a été écrit en 2016 pour dire que 2017, c'est l'heure de la France insoumise et de la stratégie qu'elle appliquera sur le plan européen. Alors, plan A, renégociation des traités européens, qui sont gênants pour eux puisque ça empêche l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale. Ils aimeraient bien que tout le monde ait le même niveau d'impôt et que tout le monde ait les mêmes minima sociaux, ça pourrait aider. Et dans le cas de l'échec de la renégociation de ces traités avec les autres partenaires, la France insoumise et Mélenchon auraient activé le plan B, qui est une sortie de l'Union européenne. Et d'après ce que j'en sais et tout ce que j'ai pu entendre depuis que je suis la France insoumise, consisterait ensuite à refaire en fait une alliance avec d'autres partenaires et une alliance qui serait moins bancale. Donc très souvent, Mélenchon nous parle de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. Alors je ne sais pas s'il parlerait toujours de l'Italie aujourd'hui, puisque elle est dirigée par des gens qui ne sont pas franchement de son bord politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais souvent Mélenchon nous parle d'Espagne, Portugal, Italie. Et il en parle un peu dans ce livre. Je pense qu'il aimerait une sorte de réunification avec les pays du Maghreb, en fait. Alors concrètement, le moyen de relancer l'économie, ça pourrait être l'économie de la mer. Et la mer, la Méditerranée, qui est notamment située, qui fait barrage entre le Maghreb et l'Europe du Sud. Et on a l'impression qu'il voudrait mettre tout ça au sein d'une même alliance économique, si jamais le plan A échouait, pour faire quelque chose d'un peu plus logique. Il dit d'ailleurs dans le livre que les gens du Maghreb ont plus de points communs avec les Français que n'en ont les Français avec les gens des pays baltes, alors, genre Lituanie, Lettonie, Estonie. Je sais pas, peut-être qu'il a raison. Alors c'est vrai qu'au Maghreb on parle français, ce qui n'est pas trop le cas dans les pays d'Europe de l'Est. Après il y a certainement d'autres points communs, j'en sais trop rien, j'ai jamais mis les pieds au Maghreb. Mais voilà un peu sa vision des choses.
Et ce qu'il explique dans ce livre, c'est en gros, c'est votez pour moi et mes représentants si vous voulez changer de politique en France et en Europe. Du coup, voilà de quoi ça parle. À travers le sommaire que je vais vous lire, la table des matières, pour vous faire un survol rapide de qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre. Alors, prologue. Donc le prologue qui a été écrit, je pense, en 2016. Libérons-nous de l'Europe allemande en 2017. Les sous-chapitres, une histoire dangereuse, avant qu'il ne soit trop tard, empoisonnement pour tous, l'arnaque du Made in Germany, l'Allemagne malade. Alors pardon, je parle pas allemand, mais Merkel über alles, la méthode du choc appliquée de nouveau, épuration monétaire, 2017 année charnière en Europe, l'Europe de la France insoumise et le plan B. Bon, clairement, l'Europe de la France insoumise, c'est pas un chapitre, un sous-chapitre qu'on aurait pu lire en 2016 puisque ça n'existait pas, ou alors vraiment ils étaient vachement en avance. Pas en 2016, mais en 2014, au moment où le bouquin a été écrit la première fois. Ensuite, nous avons l'introduction. Puis, chapitre 1, un anti-modèle écologique. L'Allemagne aime le CO2 et ne nous en prive pas. Les déménageurs du monde, le nouveau paradis du charbon, la grosse bagnole fait la loi européenne, propre chez elle, sale chez les autres. Le bras long des empoisonneurs, la créature de Frankenstein s'est sauvée. Hard discount et malbouffe. Ferme-usine à la dioxine. Chapitre 2. Qui a envie d'être allemand? Une panne de libido très politique. Les 3 cas des femmes. Un projet pour les cimetières. La France bientôt plus peuplée que l'Allemagne. Le déclin démographique coûtera cher. La déportation des vieux Allemands. Pillage des cerveaux. Chapitre 3. Un modèle de maltraitance sociale. La paix au rabais. Les salariés abandonnés. Le chômage effacé à la gomme. La grande régression. Chapitre 4. La baudruche allemande. La bulle allemande. Une économie sans futur. Un équilibre absurde. Les Allemands sont-ils des fainéants de Grecs? Club Med et parc de loisirs. La finance et les lourdeaux. Chapitre 5. La méthode de l'annexion. La note salée de l'annexion de la RDA. La méthode du choc. Made in Germany. L'impérialisme économique. L'Union européenne. Nouvel empire allemand. Alors cette histoire d'annexion, ça revient souvent dans le livre. En gros, l'idée, c'est de dire que les Allemands vampirisent complètement tout ce qui passe, enfin, en tout cas, encore une fois, ces dirigeants allemands-là, pour faire en sorte que les Allemands, en tout cas les retraités allemands, vivent correctement. Ensuite, on a chapitre 6, la chose militaire n'est plus tabou. Les belles paroles de la réunification, le rouleau compresseur de l'OTAN vers l'Est. Les pyromanes allemands, l'OTAN, des bottes comme des pantoufles. Le risque du pire, le rêve du grand marché transatlantique, l'embarras de la démocratie. Alors dans ce chapitre-là, c'est intéressant, on a les belles paroles de la réunification, ils remontent dans des traités qui ont été signés il y a bien longtemps, d'après-guerre, où ça expliquait qu'en gros, il fallait surtout pas que tout ça serve ensuite à annexer d'autres pays. Et on se rend compte que des dizaines d'années plus tard, bizarrement, l'Allemagne s'est réunifiée, puis l'Union européenne donc est née, et alors j'ai plus exactement tout en tête, mais concrètement, les Allemands vont vampiriser les autres pays d'Europe de l'Est et vont se faire de l'argent sur leur dos, quoi. Donc clairement, l'annexion n'est pas respectée. Donc c'est intéressant, il fait un gros retour dans le passé historique pour nous expliquer que finalement ils ont signé des traités qu'ils les ont pas respectés, quoi. Voilà, le rêve du grand marché transatlantique, on nous parle du TAFTA. Déjà à l'époque, en 2014, le TAFTA, le CETA, ces trucs-là, aujourd'hui c'est vachement d'actualité. Bon, évidemment, nous pauvres citoyens, on n'a jamais été consultés sur ces sujets-là. Mais déjà à l'époque, il en parlait, donc c'est là qu'on voit que, alors contrairement à ce que disait Émeric Caron dans l'émission N'est pas couché, non, Mélenchon n'est pas un fumiste et a bossé au Parlement européen. Alors après, il était peut-être pas tout le temps présent, ça c'est clair, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de bien faire son boulot de parlementaire que d'être présent constamment. Ensuite, chapitre 7, un club ethnique chrétien. Une réaction à 1789, une croisade de Merkel, l'Allemagne, meilleur lobby des églises, la subsidiarité passe-plat du libéralisme, ordolibéralisme, l'Europe pour se garder du peuple.
Alors là, c'est intéressant puisque du coup, on voit que Mélenchon est un bouffeur de curé, qu'il est vraiment laïque et qu'il aime pas trop qu'on mette la religion en avant. Et évidemment, les chrétiens démocrates de Merkel, là, ils en prennent plein la tête. Chapitre 8, l'Europe parle allemand. Le noyautage allemand, le souk français, la Grèce paiera, les Allemands ne paient pas leurs dettes. Donc là, c'est l'idée de dire que c'est une grosse escroquerie, les Allemands, Merkel veut forcer tout le monde à payer sa dette publique, à faire l'austérité, et au final, 3 fois dans leur histoire, eux-mêmes n'ont pas payé leur dette. C'est vachement intéressant, hein. C'est des trucs que j'avais jamais entendu nulle part, donc c'est très instructif. De quoi l'Allemagne est-elle le nom? Ça c'est le chapitre 9. Le bal des faux culs, le débat interdit, seule la louange est licite, après Merkozy, Mercolande, un système global, la camisole des grandes coalitions, le chemin de la libération. Conclusion, le fil rouge de nos devoirs, recracher le poison, demain est à nous, l'union libre des peuples libres. Et voilà. Et après avoir lu ça, normalement, vous êtes censé être remonté à bloc et vous dire en 2017, c'est décidé, je vote Mélenchon. Pour ma part, ça m'aurait pas spécialement convaincu. Enfin, il y a des trucs intéressants, mais bon, bref, c'est pas ça qui m'aurait convaincu dans tous les cas. En tout cas, ouais. Donc mon avis sur ce livre. Alors, comme je vous l'ai dit, donc c'est instructif. Même si je me suis ennuyé et que je me disais souvent au final, vivement la fin. C'est un peu dommage, hein, mais bon. Ce qui m'a plu dans ce livre, alors le fait que le livre soit tout petit, du coup ça va vite pour y mettre un terme. C'est triste, hein. Premier avantage, je commence par ça. Bon, ça vous donne un peu l'idée. On se plonge en fait dans l'Allemagne de notre temps et ça déconstruit quelques idées reçues. Alors évidemment, en suivant sa proximité politique, on n'aura peut-être pas la même vision que Jean-Luc Mélenchon. Mais il a quand même le mérite de prendre des données concrètes pour illustrer sa pensée. Par exemple, la baisse de la démographie allemande. Alors, c'est plutôt instructif. Il nous dit concrètement, personne n'a envie d'être allemand, même les Allemands eux-mêmes ne veulent pas être allemands puisqu'ils font moins d'enfants. Alors c'est dit, là pour le coup c'est dit de façon humoristique, c'est une des choses que j'ai apprécié dans le livre. Et oui, pour dire concrètement que les Allemands ne vivent pas bien. Puisque s'ils vivaient bien, ils auraient plus confiance en l'avenir et ils feraient plus d'enfants. Moi, personnellement, c'est une théorie à laquelle je crois. Voilà, alors le style de ce bouquin de Mélenchon, là, en tout cas de sa manière d'écrire, c'est souvent un peu agressif, en tout cas agressif dans le sens offensif, un peu moqueur, et c'est plutôt drôle, hein, pour le moment. On parle de la déportation des vieux Allemands. Alors déportation, c'est pas pour dire qu'on va les assassiner, hein, c'est simplement pour dire que concrètement, on n'a pas assez d'argent pour mettre les vieux en maison de retraite en Allemagne et que donc on va les envoyer dans les pays d'à côté puisque les salariés sont corvéables à merci et sont à moindre coût. On va nous parler d'épuration monétaire, je sais plus trop à quoi ça renvoyait, mais bon bref, je crois que c'était l'idée de dire que l'euro est bon pour l'Allemagne, mais pas forcément bon pour les autres pays, ou quelque chose du genre. Même si je crois que Mélenchon dit vouloir garder l'euro, puisqu'au final, il en a besoin pour faire son harmonisation fiscale et sociale. On nous parle du souk français, qui a été décrit par les Allemands. Alors là, j'avoue, en lisant la phrase, ça m'a fait rigoler. Mélenchon ironise en fait sur la possible rencontre au préalable entre Madame Merkel et Madame Le Pen, puisqu'on nous dit, mais pourquoi on nous parle de souk? On va chercher un mot arabe pour décrire la France. Enfin bref, c'était marrant, je m'y attendais pas trop à voir... est-ce que Madame Merkel aurait rencontré Madame Le Pen au préalable? Enfin, dit comme ça, c'était plutôt marrant. On nous dit, pour aller vite, que l'Allemagne est un contre-exemple en matière d'écologie, une usine à malbouffe. Alors on nous parle de Lidl, de Aldi, qui sont ces magasins qui pressurisent à outrance leur personnel. D'ailleurs, il y a eu un très bon doc qui était passé sur France 2 il y a quelques temps sur la souffrance au travail, où on nous montrait que les employés de ces boîtes-là étaient traités comme des robots. En fait, ils avaient un casque sur la tête et ceux qui s'occupaient de charger et décharger les containers et les colis se prenaient un peu pour des robots à force, puisque c'était totalement déshumanisé.
Voilà, donc contre-exemple en matière d'écologie, une usine à malbouffe, les travailleurs sont sous-payés et exploités. L'Allemagne serait un pays où les Allemands ne veulent même pas rester, puisque alors je crois, il me semble qu'ils donnent des stats pour dire que les Allemands quittent le pays, ce qui n'est pas un très bon indicateur. L'Allemagne serait hyper dure avec ses chômeurs, en les forçant à accepter tout et n'importe quoi sous peine d'être radiés, même avec un salaire de misère. Alors ils parlent souvent des mini-jobs, les jobs à 1 euro de l'heure, ça c'est aussi pour les migrants. Le modèle allemand serait basé sur l'exploitation des autres et sur la destruction de la planète, notamment en faisant de l'argent avec le commerce extérieur. Premier pays en termes de commerce extérieur, c'est pas très bon pour la planète, avec les avions cargo, les porte-containers et compagnie. Donc l'Allemagne exploiterait les Européens de l'Est, les Allemands de l'Est aussi, suite à la réunification. Pour garantir des retraites à sa population vieillissante, Angela Merkel serait obligée d'asphyxier les autres peuples d'Europe. Le mépris des Allemands pour les Grecs, les Italiens, les Espagnols y est fustigé. Mélenchon défend beaucoup les Grecs d'ailleurs. On sent que vraiment l'histoire de la crise grecque avec l'élection de Alexis Tsipras et finalement de ce qui s'est passé suite à l'élection de Tsipras, les référendums, le fait qu'on a imposé une austérité maximale à la Grèce. Il critique aussi le libre-échange, le désir d'une Europe de la défense, comme il l'appelle, c'est-à-dire de créer une armée européenne dont il pense que ça pourrait mener à la guerre avec les Russes par la faute des Américains. En fait, il y a le programme dans ce livre au niveau européen de la France insoumise. Donc, il y a la dénonciation des traités européens qui empêchent l'harmonisation fiscale et sociale au niveau européen, la volonté de sortir de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui nous entraînerait dans des guerres qu'on ne veut pas, selon lui. Il explique que les libéraux sont pas franchement démocrates quand les peuples viennent contrarier leur vision économique par le vote. Alors avec la désormais fameuse phrase de Jean-Claude Juncker, il n'existe pas de démocratie en dehors des traités européens. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas très réjouissant. Il précise aussi que les Allemands imposent aux autres de payer leurs dettes publiques, alors qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes à 3 reprises dans les dernières décennies. Et il dit aussi que Merkel et son parti essaient de coller de la religion partout, notamment quand il y a eu le traité européen. Voilà, alors je vous ai pas trop dit ce que j'aimais sur le coup, mais plutôt fait un résumé du livre au final. Voilà, donc j'ai aimé qu'il décortique certains traités européens, notamment avec ce qui s'appelle le principe de subsidiarité, qui cache en fait une attaque du service public sous prétexte, alors je sais plus sous quel prétexte, mais bref, selon Mélenchon, le principe de subsidiarité, c'est pas vraiment ce que ça semble être à la base. C'est décrit en fait dans le traité européen de l'époque comme un truc sympathique, mais en fait ça cache une casse du service public. Bon, j'avoue que ce passage était un peu nébuleux. Mais je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant là. Mais en même temps, le livre était un peu lourdeau par moment et j'avais pas envie de me retaper 2 fois la même chose. Donc j'ai préféré passer et pas rester accroché. Voilà. Ce qui m'a déplu. Alors, même si là je vous ai plutôt décrit le livre que dire ce qui m'a plu, c'est un peu décousu pour le coup, je suis un peu alors désolé pour le coup. Bref, ce qui m'a un peu endormi dans ce bouquin, c'est que ça parle d'un temps qui est un peu révolu et d'une terre lointaine entre guillemets, puisque un temps révolu, un temps où on avait encore le PS qui dirigeait, avec cet affrontement sempiternel gauche-droite, enfin en tout cas PS, UMP, les Républicains. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Macron, il n'y avait pas les Gilets jaunes, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas le Front National au 2e tour de la présidentielle, enfin en tout cas pas Marine Le Pen. Et puis il n'y avait pas encore non plus l'AfD au Parlement allemand. Le Parlement européen, ils doivent déjà y être, puisqu'ils ont la proportionnelle intégrale, mais il n'y avait pas l'AfD, qui est le parti d'extrême droite allemande. Voilà. Donc ça sent un peu la naphtaline, en fait. Et du coup, je me suis dit parfois, mais pourquoi je m'emmerde à lire ça, c'est vieux. Mais bon, comme le bouquin est petit, comme je l'ai acheté, fallait le rentabiliser. En tout cas,
L'ère du peuple, qui est le livre où Mélenchon décrit sa vision de la société, ce qu'il aimerait faire, c'était un bouquin un peu mieux que ça, je trouve. Et puis celui dont je vous ai fait la note, la revue, il y a quelques mois aussi, alors je me rappelle plus de son titre, il m'a pas marqué le titre, mais bref, celui de la vertu, voilà c'est ça, de la vertu, où il parle il philosophe sur liberté, égalité, fraternité. Si ça vous intéresse, j'ai aussi fait la review. Voilà, donc ces deux livres-là étaient mieux, je trouve. Voilà, ce bouquin-là, le Haran de Bismarck, c'est pas le meilleur Mélenchon que j'ai lu. Voilà. Il y a un truc qui m'avait gêné dans l'ère du peuple, et qui est revenu encore là, c'est cette détestation systématique du modèle américain. Alors c'est assez dogmatique, hein, même si je me dis que si Mélenchon a soutenu Bernie Sanders, qui est un éco-socialiste, on va dire. Alors socialiste, c'est vraiment une insulte aux États-Unis. Ça doit être pour ça que Mélenchon déteste. Alors faut même pas dire communiste. Hein. Vous dites communiste aux États-Unis, vous êtes un terroriste. Donc ça doit être pour ça que Mélenchon déteste le modèle américain. Mais j'avoue que ça me gêne un peu. Hein. C'est cette détestation systématique. Là, je trouve ça un peu binaire. Voilà. Voilà, donc je disais que si Mélenchon a soutenu Bernie Sanders, qui est un éco-socialiste, si un éco-socialiste arrive au pouvoir aux États-Unis, alors il devrait aimer les États-Unis, ou en tout cas il devrait être moins dur avec eux. Mais là, évidemment, avec un oligarque nationaliste comme Donald Trump, c'est sûr que c'est pas sa tasse de thé, forcément. D'ailleurs, il doit espérer que Bernie Sanders mette la pâtée à Donald Trump dans la présidentielle. J'ai cru entendre que Bernie Sanders avait déjà dit qu'il allait se représenter. Donc il se pourrait qu'on ait l'année prochaine, si c'est pas un sociodémocrate qui part à l'élection, puisque là-bas on a une primaire, hein, le système des primaires qu'on a eu en 2016-2017, c'est importé des États-Unis. Et il avait été dans la primaire en 2016, je crois, l'élection de Trump. Et dans la primaire, entre guillemets, de gauche, des démocrates en tout cas, Bernie Sanders y est allé, contrairement à ce qu'a fait Mélenchon en 2017, n'est pas allé dans la primaire du PS, de la belle Alliance Populaire. Et Bernie Sanders a été battu. C'est donc Hillary Clinton qui est allée à l'élection face à Trump, et Trump l'a battu. Et la thèse de Mélenchon, c'était de dire que concrètement, si c'était Bernie Sanders qui avait été à l'élection à la place d'Hillary Clinton, il aurait battu Trump. Et là, d'après ce que je sais, Sanders va retourner à l'élection. Donc il se pourrait qu'on ait un affrontement entre Bernie Sanders et Donald Trump, qui très clairement risque de bouleverser le destin du monde, hein, puisque moi personnellement je m'intéresse... Alors on pourrait croire comme ça que ça n'a aucune importance. J'ai entendu des gens dire que lors de l'élection de Trump, mais finalement qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe aux États-Unis ? Bah non, parce que si vous avez un climato-sceptique comme Jair Bolsonaro qui est élu au Brésil, bah vous savez que le réchauffement climatique, c'est pas dans ce coin-là de la planète qui va être freiné. Et quand c'est pas freiné dans un coin de la planète, ça rejaillit sur un autre coin de la planète. Donc en fait, on est tous dans le même bateau. Donc clairement, je pense que la réélection de Donald Trump ne sera pas un bon signe pour atténuer le changement climatique. Voilà. Quoi d'autre ? Voilà, donc pour résumer, je pense que Mélenchon doit espérer que Bernie Sanders mette la pâtée à Trump dans la présidentielle de l'année prochaine. Alors, ce qui me gêne aussi dans ce bouquin, c'est cette opposition binaire entre les Français sont pour la citoyenneté et être français, c'est liberté, égalité, fraternité. Et dire les Allemands, c'est le Volk. Donc, ils sont pour les Allemands, c'est l'ethnie. Donc, être allemand, c'est être blanc. C'est un peu binaire, hein, c'est un truc qui décrit comme ça. Et c'est là où, pour le coup, je préférerais la vision d'un Aymeric Caron plutôt que celle de Mélenchon. Parce que Aymeric Caron ne réfléchit pas en termes de les Français sont comme ça, les Américains sont comme ci, les Russes sont comme ça, les Allemands sont comme ci, mais plutôt sur la notion d'être humain, d'animaux, d'être vivant. Je ne crois pas personnellement qu'un peuple porte des caractéristiques bien précises. Alors il y a peut-être des habitudes culturelles, mais pas au point de dire qu'ils sont de telle façon ou de telle autre. Voilà. D'ailleurs, je doute que Mélenchon se soucie vraiment du bien-être animal.
C'est pas demain la veille que les Français arrêteront la viande, et Mélenchon le premier, je crois. Bref, on s'égare. Alors, qu'est-ce que le livre peut vous apporter ? Une vision de l'Allemagne de Merkel. Alors, pas trop de ses avantages, mais plutôt surtout de ses inconvénients, en fait. C'est clair qu'il fait pas vraiment la publicité à cette politique, c'est logique. Voilà. Ça peut aussi vous apporter une partie de la vision de Mélenchon. Les moments marquants du livre, pour moi, il n'y en a pas tellement. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Il y a 2-3 blagues, les petites blagues de Mélenchon, mais à part ça casse rien. Alors, je pense que je garderai pas ce bouquin et je le mettrai sûrement à la vente. Il va repartir dans un vide-grenier ou je ne sais où. Le lire une fois, ça m'aura suffi. Alors, est-ce que je vous conseille ce livre ou pas ? Oui, si vous voulez vous faire une idée de la politique de droite allemande, et si ça vous dérange pas de faire un retour dans le passé aussi aux années François Hollande, parce que ça sent un peu la naphtaline, comme je vous ai dit. Sinon, passez clairement votre chemin, ça risque de vous emmerder. Si jamais vous mettez les pieds en Allemagne, alors là pour le coup j'insiste là-dessus, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, et si la vision de Mélenchon est cohérente par rapport à votre vision des choses. Si vous avez lu le livre ou si vous n'avez pas lu le livre, en fonction de ce que je vous ai dit, de ce qui est écrit, est-ce que finalement ce que vous voyez de l'Allemagne, est-ce que vous en connaissez, si vous connaissez des Allemands, est-ce que c'est raccord avec ce que décrit Mélenchon ? Moi personnellement, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Voilà. Alors, une petite note pour ce livre, sur 20, je lui mets un 11. Franchement, pas plus. C'est pas un livre palpitant, j'ai eu envie que ça s'arrête, je me suis dit vivement la fin. Par moments, il y avait des passages que je comprenais pas trop, ou qui étaient un peu lourdeaux, et je me suis dit non, j'ai pas envie de les relire, je continue. Voilà. Mais il y a du boulot derrière, on sent qu'il a bossé Mélenchon pour faire ce bouquin, et donc ça mérite pas en dessous de la moyenne, mais ça mérite pas non plus bien au-dessus. Voilà. Alors 3,9€, sûrement moins d'occasion. Bon, j'ai pas trop perdu de fric sur ce livre, personnellement. Et vous non plus si vous vous laissez tenter. Alors dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, si vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher en termes de politique allemande ou de Mélenchon, si vous avez appris des choses, et si ça a pu vous donner envie éventuellement de lire ce livre. Alors j'ai pas été très tendre avec ce bouquin, mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de voir ce contenu ou peut-être un des livres précédents dont je vous ai parlé. Alors vous trouverez aussi sur ma chaîne le livre de Mélenchon sur De la Vertu. Voilà. Alors on arrive au bout de cette vidéo, c'était un peu longuet, désolé, mais bon, j'avais pas mal de trucs à dire. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu si vous voulez m'encourager, et abonnez-vous. Allez, salut les gens, à la prochaine.